Bienvenue sur la chaîne. Ici, on ne lit pas des livres pour le plaisir. On démonte les textes les plus puissants pour en extraire des outils concrets pour ta vie, ton mental, tes choix, ta manière de voir les autres. Si tu veux juste un résumé rapide, TikTok pourra t'aider. Si tu veux un vrai avantage stratégique sur les autres, tu es au bon endroit. Avant qu'on entre dans Enoch d'Estelle Faye, pose-toi une question simple. Est-ce que tu veux que ce type de contenu long, dense, ultra travaillé fasse partie de ton quotidien? Si la réponse est oui, abonne-toi maintenant. Pas pour faire plaisir à l'algorithme, mais pour te créer un environnement mental différent des autres. Pendant que la majorité consomme des formats ultra courts, toi tu te construis sur des histoires complexes, des personnages ambigus, des univers qui parlent de pouvoir, de manipulation, de destin et de liberté. Active l'abonnement, active la cloche et garde cette chaîne dans ton paysage. On plonge maintenant dans Enoch, un roman qui, sous ses airs de fantasy historique, est en réalité une autopsie de la nature humaine. Le besoin de reconnaissance, la tentation du pouvoir, la manipulation des foules, la difficulté à rester soi-même quand des forces plus grandes que toi essaient de t'utiliser. Le point de départ est simple en apparence. Enoch, un maquilleur node, un artisan, un marginal, un magicien à moitié toléré, voyage avec Tia, une ancienne oracle, et Ailus, le vieux stratège qui tient lieu de mentor. Ils sont traqués dans les forêts, aux frontières de l'Empire, par les hommes d'Aedon, le frère de Tia, allié à une puissance bien plus inquiétante que la politique. Hécate, une déesse ancienne, prédatrice, qui ne supporte pas d'avoir été chassée par le nouveau dieu des chrétiens. Ce trio, c'est ta première clé de lecture. D'un côté, Tia, la clairvoyance, le lien aux visions, la capacité à voir derrière le voile du réel, mais aussi la fatigue et le prix à payer pour cette lucidité. De l'autre, Enoch, le survivant, celui qui a grandi en marge, maltraité par les siens, mais qui n'a jamais cessé de transformer ses failles en compétences. Et au milieu, Ailus, la mémoire, la stratégie, l'homme qui sait que le monde ne se plie pas à la volonté des individus, mais à des forces beaucoup plus anciennes qu'eux. Très vite, le roman t'annonce son vrai sujet. Le destin n'est pas une idée abstraite, c'est un système. Tia rêve de formes humaines derrière des voiles, des êtres qui observent, évaluent, interviennent. Ils ne tuent personne directement, ils n'attaquent donc pas à l'épée. Ils manipulent les probabilités, les rencontres, les visions. Chaque oracle, chaque vision, chaque intervention a un prix. Et jusqu'ici, personne n'a vraiment posé la question. Qui sont-ils et de quel côté jouent-ils vraiment? Pendant qu'ils fuient, le roman te montre quelque chose de très concret. La magie a un coût. Quand Enoch invoque les brumes pour protéger ses compagnons, ce n'est pas un sort gratuit. Il y laisse une partie de ses forces. Il sent que quelque chose en lui s'épuise. La plupart des fictions te vendent des pouvoirs comme des bonus. Ici, la puissance ressemble plus à une dette. Chaque fois que tu l'utilises, tu creuses un peu plus. Et Enoch le sait. Il sait aussi que tant qu'il contrôle ses monstres, il reste digne de Tia. Il reste dans le jeu. C'est une autre leçon du livre. Beaucoup de gens ne veulent pas vraiment se libérer de leurs démons parce que leurs démons leur donnent du pouvoir. Quand ils atteignent le village des nodes, tu entres dans une autre dimension, celle de l'appartenance. Enoch est à la fois des leurs et rejeté par eux. Il a été élevé par ce peuple, mais comme métis, comme bâtard, comme corps étranger. On lui a appris qu'il ne serait jamais vraiment légitime. Résultat, même ici, parmi ceux qui devraient être sa famille, il se tient sur la frontière. Ce sentiment d'être entre deux cultures, entre deux mondes, entre deux identités, est un motif central du roman. Enoch n'est jamais totalement du côté du pouvoir, ni totalement du côté des victimes. C'est ce qui le rend dangereux et précieux. Tia, de son côté, porte autre chose, le fardeau de la vision. Elle sait que ses rêves ne sont pas des symboles poétiques, mais des avertissements précis. Elle a vu sa mère mourir avant le drame.
Elle voit maintenant ces êtres derrière le voile qui lui parlent une langue inconnue. Et pour la première fois, le livre la force à poser une question vertigineuse. Si elle arrêtait d'utiliser ses visions, qui serait-elle? Quand toute ta vie repose sur un talent, une fonction, un rôle, l'idée de le mettre en pause te donne l'impression de disparaître. Le roman montre très finement ce vertige. Est-ce que tu es toi-même, sans ce qui te définit aux yeux des autres? Les scènes avec les nodes servent aussi à montrer un autre mécanisme humain, le masque social. Au banquet, tout le monde joue un rôle. Le chef alcoolisé qui surjoue la générosité et la force, Tia déguisée en jeune femme de bonne famille, Enoch qui enfile son costume de maquilleur charmeur, celui qui sait maquiller les visages mais aussi les vérités. Ils sont là pour demander de l'aide, mais ils ne peuvent pas se présenter comme ils sont. Ils doivent performer. C'est une constante du livre. Chaque fois qu'un personnage semble authentique, l'autrice glisse un détail qui te rappelle que tu ne vois qu'une version, une façade. Puis le récit bascule vers les montagnes du Caucase, chez Orodès, seigneur parthe, chef de guerre, pris dans ses propres luttes de succession et de légitimité. Dans cette forteresse accrochée à la pierre, avec les fresques de héros du passé et les montagnes qui coupent le ciel en deux, tu vois Tia passer en mode stratégie pure. Elle se fait passer pour émissaire du Basileus, l'empereur byzantin, alors qu'elle n'est qu'une fugitive brillante, avec un peu d'audace et beaucoup de culot. Elle joue les aristocrates, répond aux piques d'Orodès, négocie, se sert de son intelligence comme d'une arme. Et au milieu de la discussion, elle sort son atout, « Je t'ai amené un sorcier ». Enoch. Cette scène est fondamentale parce qu'elle condense plusieurs lois de la nature humaine. D'abord, le pouvoir du récit. Orodès accepte de réviser son jugement parce qu'il voit quelque chose d'inédit, les brumes qui sortent des doigts d'Enoch, qui envahissent la salle, qui transforment son monde en théâtre. Enoch, qui jusque-là doutait de sa légitimité, se glisse dans le rôle du grand magicien avec une facilité déconcertante. Il caricature presque sa propre image, mais la magie est réelle. Ensuite, la question de la foi. Les Parthes sont chrétiens, comme les Romains. Mais Orodès est prêt à utiliser un sorcier si cela peut servir sa cause. Très souvent, les convictions affichées s'effacent dès que le pouvoir, la survie ou l'ambition entrent dans l'équation. C'est aussi dans ce décor que le roman pose un autre thème clé, la guerre comme théâtre d'illusions. Tia et ses compagnons naviguent dans un monde où les empires s'effritent, où les frontières bougent, où les rois sont renversés et remplacés par des marionnettes. La magie ne fait que rendre visible ce qui se passe déjà au niveau politique. Quelques acteurs essaient de tirer les fils, la masse subit, et chacun se raconte une histoire pour supporter le chaos. Puis vient la cassure. L'affrontement avec Aédon, appuyé par Hécate, tourne à la catastrophe. Enoch tombe, Tia doit fuir, Aélus supplie, tranche, choisit la survie plutôt que le sacrifice glorieux. On croit Enoch mort. Tia, elle, bascule dans un autre mode. Elle devient dure, presque minérale. À partir de là, sa quête n'est plus seulement politique ou stratégique, elle devient personnelle. Elle porte la vengeance d'Enoch, la lutte contre les dieux voilés, et le refus de se laisser dicter le scénario de sa propre vie. Et pendant que Tia traverse ce deuil, Enoch rouvre les yeux ailleurs. Pas en Gaule, pas dans les montagnes, mais dans un palais à l'autre bout du monde connu. Samarcande. Il est vivant parce qu'une femme l'a ramassé entre la vie et la mort. Haïdé, la dame aux cheveux d'argent, figure fascinante, ambivalente, qui règne sur un palais jungle où se croisent nobles zoroastriens, chasseurs, mages et monstres. C'est elle qui pousse Enoch à explorer son autre pouvoir, celui du feu azur. Un feu de foudre qui consume et fascine à la fois. Au début, Enoch se laisse faire. Pour la première fois, il vit dans un endroit où on ne lui jette pas de pierre, où on ne l'insulte pas, où son pouvoir n'est pas seulement toléré, mais désiré, mis en scène. On lui offre des vêtements de soie, des bijoux, des chambres avec vue sur des jardins luxuriants.
Il devient l'arme secrète de Haydée, sa carte maîtresse pour impressionner les nobles, renforcer ses alliances, s'assurer la loyauté de ses invités. Chaque démonstration de feu azur est un spectacle, un outil de manipulation politique. Le roman est très clair sur ce point. Ceux qui contrôlent les symboles, la lumière, le feu, le sacré, contrôlent les foules. Mais il y a une fissure dans ce tableau presque parfait. Le Sylvain. Ce petit être d'écorce, qui pourrait passer pour une mascotte mignonne, joue en réalité le rôle de conscience brutale d'Enoch. Il est blessé par quelque chose de sombre qui rôde dans le jardin. Il voit ce qu'Haydée cache, ce qu'Enoch refuse de regarder en face. C'est lui qui répète, obstinément. Tu as tort de te perdre dans tes sortilèges. Tu devrais être dehors à chercher Tia. Haydée ne nous dit pas tout. Elle nous garde ici pour une raison qui n'a rien d'innocent. Enoch, lui, vacille. Une partie de lui sait que le Sylvain a raison, une autre partie veut croire à cette nouvelle vie. Tu peux lire cette partie du roman comme une parabole très actuelle. La douceur du confort contre la rugosité de la vérité. Enoch a enfin un statut, une chambre, des vêtements, un rôle, une reconnaissance. Pour sortir de là, il faudrait admettre qu'il est instrumentalisé, qu'il n'est qu'un pion dans un jeu qui le dépasse, qu'on exploite son pouvoir pour des objectifs qui ne sont pas les siens. C'est exactement ce que beaucoup de gens vivent dans des systèmes qui les nourrissent tout en les enfermant. Organisation, empire, plateforme, structures qui donnent une place mais exigent, en échange, la loyauté et l'aveuglement. Pendant ce temps, Tia avance dans un autre décor, celui des routes d'Asie, du Khorasan, des caravansérails, des nomades, des djinns et des fées. Elle croise Adur Mir Yazd, chef de bande charismatique devenu légende vivante, guerrier qui se bat avec les djinns à ses côtés, et qui incarne une autre face du pouvoir, celle du mythe. Là où Haydée manipule par les coulisses, Adur joue sur l'imaginaire collectif. Il devient une histoire que les gens ont envie de croire. Et dès que tu deviens une histoire, tu deviens plus difficile à combattre. Tia, blessée par la mort d'Enoch, oscille entre deux forces, le désir de s'endurcir au point de ne plus rien ressentir et le refus d'oublier ce qu'elle a perdu. À plusieurs reprises, elle se promet de se rendre plus dure, plus froide, plus impitoyable que le destin lui-même. Mais chaque fois que ses cheveux emmêlés lui rappellent Enoch, chaque fois qu'une odeur, un geste, un objet, comme un simple phare noir, lui ramène son souvenir, quelque chose craque. Le roman montre très bien que la carapace est une stratégie de survie, mais jamais une solution définitive. Tu peux serrer les dents, tu peux te blinder, mais ta mémoire, elle, ne signe pas ce contrat. Au fil des pages, plus tu avances, plus tu comprends que les êtres derrière le voile ne sont pas des figurants. Ce sont les vrais maîtres du jeu. Ils utilisent les oracles, les dieux anciens, les puissances comme Hécate, les mages comme Haydée, et même des humains comme Enoch et Tia pour tester des scénarios, corriger leurs erreurs, ajuster le déroulement de l'histoire. Ils sont une métaphore très puissante de tout ce qui, dans nos vies, prétend savoir à notre place, les idéologies, les systèmes, les institutions, parfois même nos propres histoires familiales. Tout ce qui te dit « tu es comme ça, tu dois faire ça, tu n'as pas le choix ». Et c'est là que le roman commence vraiment à décrypter la nature humaine, parce que ni Enoch ni Tia ne sont des héros parfaits. Enoch a besoin d'être admiré, il a besoin qu'on lui dise qu'il est exceptionnel. Tia a besoin de croire qu'elle peut contrôler un minimum le chaos. Ailus, lui, a besoin de sens, de cohérence stratégique. Hécate a besoin de retrouver son influence. Haydée a besoin de garder son statut dans un empire où tout se négocie. Chacun est mu par un mélange très humain de failles, de désirs et de peur de disparaître. Lorsque finalement les trajectoires se recroisent, Enoch, Tia, les dieux voilés, Haydée, les forces derrière le destin, le roman te place devant la vraie question. Que signifie être libre dans un monde où des forces plus grandes que toi essaient en permanence d'écrire ton rôle à ta place? La réponse n'est pas tout contrôler,
ce serait un mensonge. La réponse est voir. Voir clairement, voir les manipulations, les dynamiques de groupe, les promesses, les pièges, les séductions, les conforts toxiques, et choisir malgré tout. Enoch, avec son feu azur, pourrait devenir exactement ce que les puissances veulent, une arme docile, spectaculaire, hypnotique. Tia, avec ses visions, pourrait se contenter de servir d'antenne, d'interface, de canal pour des forces qui la dépassent. Le roman leur propose plusieurs fois cette voie facile. En échange de ta liberté, tu seras protégé, utile, puissant, légitime. Ils finissent pourtant par prendre une autre direction, beaucoup plus dangereuse, accepter de ne plus être dans le script qu'on a écrit pour eux. Et c'est précisément là que ce livre devient intéressant pour toi, spectateur, lectrice, lecteur. Parce que derrière la fantaisie, derrière les dieux et les brumes, ce que le texte te demande, c'est dans quelles histoires est-ce que tu joues sans t'en rendre compte? Quel système te donne un rôle confortable mais t'empêche de poser des questions? Où est-ce que tu utilises tes pouvoirs, ton intelligence, ton charisme, ton savoir-faire, ton réseau, au service de quelqu'un qui ne te dira jamais toute la vérité sur ses intentions? Enoch te montre la tentation du confort brillant. Tia te montre la tentation de la dureté totale. Aélus te montre la tentation de la stratégie pure qui finit par oublier les individus. Hécate et Eidé te montrent la tentation des puissants. Utiliser les autres comme des pièces sur un échiquier, puis parler de destin pour justifier les dégâts. Les dieux voilés, eux, représentent l'ultime excuse. C'était écrit. Le roman, lui, souffle une autre phrase. Tu ne contrôles pas tout, mais tu peux refuser de te laisser écrire entièrement par d'autres. Ce qui rend Enoch particulièrement riche, c'est sa capacité à mêler intime et géopolitique, magie et psychologie. Quand Enoch rêve de chasser torse nu dans la forêt loin des palais, c'est le fantasme de tous ceux qui se sentent piégés dans un système qu'ils ont un jour désiré. Quand Tia se demande qui elle est sans ses visions, c'est la question de tous ceux qui ont construit leur identité autour d'un seul rôle, le job, le statut, le couple, la performance, et qui sentent que quelque chose ne tient plus. Quand le Sylvain minuscule insiste pour rappeler la vérité, c'est la voix parfois discrète de ton intuition, de ton malaise, que tu préfères souvent faire taire. Si tu regardes ce roman seulement comme une aventure de fantaisie, tu passes à côté de sa vraie force. Si tu le lis comme une étude de cas, comme une sorte de simulation de ce qui se passe quand des individus lucides se débattent au milieu de systèmes énormes, tu y trouves une boîte à outils mentale. Tu apprends à repérer les moments où la reconnaissance te rend manipulable, les situations où le confort te coupe de tes vrais objectifs, les discours qui parlent de destin pour te faire accepter l'inacceptable, les groupes qui te font sentir puissant mais t'interdisent de penser autrement qu'eux, les masques que les gens portent et ce qui les trahit. C'est exactement ce qu'on cherche à faire sur cette chaîne, transformer la fiction en entraînement mental. Tu ne lis pas Enoch uniquement pour savoir si Tia survivra, si Enoch s'en sortira, si les dieux voilés gagneront. Tu le lis pour voir comment toi, tu réagis face aux mêmes logiques. La peur, la loyauté, la tentation de se vendre, la rage de se libérer. Alors si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, si tu t'es reconnu dans certains mécanismes, si tu as reconnu des personnes de ton entourage, dans Eidé, dans Aedon, dans Tia, dans Enoch, ne laisse pas ça en l'air. Abonne-toi maintenant. Pas juste pour cette vidéo, mais pour construire une bibliothèque mentale de ce type d'histoire. À chaque épisode, on prend un livre, on le retourne, on le presse pour en extraire le jus utile. Stratégie, psychologie, pouvoir, relations, identité. Et si tu es déjà abonné, pense à la personne à qui ce contenu pourrait servir. Un ami qui se sent coincé dans un job qui le flatte mais l'utilise. Quelqu'un qui parle tout le temps de destin pour éviter de faire des choix. Une personne qui a l'impression d'être un pion dans les histoires des autres. Envoie-lui cette vidéo. Parfois, il suffit d'une histoire bien racontée pour mettre un mot sur ce qu'on ressent depuis des années. Merci d'avoir tenu jusqu'ici.
d'avoir pris le temps de plonger dans un univers dense, complexe, loin des formats instantanés. C'est déjà un acte rare. Ça veut dire que tu n'es pas en train de regarder ta vie comme un simple spectateur. Tu es en train d'aiguiser ton regard. Et ça, personne ne pourra te l'enlever.